Luc La Liberté. Luc, le temps passe tellement vite. Ça fait déjà 6 mois que le Donald est de retour à la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'il aura rendu à l'Amérique sa grandeur? Quel bilan tu fais de ces 6 premiers mois à la présidence? Écoute, c'est assez impressionnant, pardon, ce que le président lui-même effectue comme bilan. Donc, hier, je le suis régulièrement sur Truth Social, sur sa plateforme. C'est souvent là qu'il y va, qu'on va diffuser les informations en premier avant que son équipe ne transfère ça sur X, mais c'est sur Truth Social. Donc, pour lui, c'est une réussite totale. Donc, est-ce qu'on s'attendait à moins de Donald Trump qu'une réussite totale, qu'une révision de l'Amérique? Confronté à la réalité, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, surtout si on se souvient des motifs pour lesquels on l'a élu. Donc, on avait plus confiance en Donald Trump pour mener l'économie que Joe Biden ou Kamala Harris. Est-ce que l'économie américaine va mieux depuis ce temps-là? On a eu pour influencer l'économie ou à intégrer dans le calcul pour évaluer son économie le Big Beautiful Deal. Pour Donald Trump, c'est effectivement une réussite parce que ça, il souhaitait passer ce projet-là. Est-ce que c'est une réussite au sens objectif ou encore selon plusieurs des paramètres utilisés habituellement pour bien jauger de la santé de l'économie américaine? Ce que je vois de la plupart des économistes ou des experts, même au sein de la classe politique, on a remis en question ce Big Beautiful Deal. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Donald Trump est un peu et beaucoup en colère contre le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal qui est campé plus à droite aux États-Unis, dans les médias, dit nous, on pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc, il y a ce Big Beautiful Deal. On a parlé aussi au plan économique des fameux tarifs, parce qu'on se sert de ces tarifs pour négocier les ententes commerciales, mais pour de nouvelles entrées d'argent. Il y a effectivement de nouvelles entrées d'argent. Est-ce que c'est suffisant pour combler le déficit qu'on va augmenter avec le projet de M. Trump? Ça, c'est une chose. Sans compter que dans toute la chaîne d'approvisionnement, c'est un peu le chaos. On écrivait d'ailleurs là-dessus en fin de semaine. Quelle compagnie va être touchée? Quels produits sont touchés? Comment gère-t-on ça? Il y a de grandes compagnies comme Nike, par exemple, qui se sont exprimées récemment en disant ça devient terriblement difficile à suivre, puis on n'aura pas le choix éventuellement de hausser les prix à la consommation ou les prix d'achat pour les Américains. Donc, pour l'économie, pas certain que ce soit une réussite totale. En fait, je suis pas mal assuré du contraire. On peut regarder, par exemple, du côté de l'immigration et de l'immigration illégale. Je vérifiais au réveil ce matin, nouveau sondage qui dit que les Américains sont fortement contre sa manière de gérer l'immigration illégale. Pas le fait qu'il ait embrassé ce dossier-là ou qu'il s'y attaque férocement, mais on trouve qu'il est allé trop loin dans sa façon de lutter contre les illégaux, contre sa façon de les expulser à l'étranger puis dans des pays dont ils ne proviennent pas. Donc, on est bien conscient qu'il joue aussi avec la loi, hein, qu'on est très, très, très près souvent d'enfreindre les lois ou la Constitution. On en a contre ces fameux projets comme Alligator Alcatraz, qu'on trouve cruel, qu'on trouve coûteux aussi. Donc, il y a même sur les enjeux principaux, ceux pour lesquels on votait Donald Trump ou on avait plus confiance en Donald Trump, on peut dire qu'une majorité des républicains sont toujours derrière lui, mais qu'il y a des républicains, des indécis ou encore, bien sûr, des démocrates qui sont contre. Et dans les sondages au total, on ne peut pas dire que ça va bien de ce côté-là. Puis, on pourrait parler de la scène internationale. Sur la scène internationale, on a voté pour Donald Trump aussi parce qu'on disait Donald Trump va nous éviter la guerre. Pas certain. Pas certain non plus qu'il puisse dire j'ai réglé des situations pour lesquelles je vous avais promis d'avoir une réponse dans de courts délais. Donc, quand on parle de ne pas faire la guerre, je pense que ça a ébranlé plein de gens de le voir, par exemple, attaquer l'Iran directement sur son territoire. On pourrait jauger des résultats de ça, éventuellement, mais pour ceux qui disaient il ne va pas faire la guerre, il ne va pas se mêler de la politique ou des affaires des autres pays en utilisant l'armée, ça les a ébranlés. Certains sont des partisans de Donald Trump. Si on parle de Gaza, Israël, ou encore du Hamas, Israël, ou de l'Ukraine et de la Russie,
Je pense que Donald Trump a encaissé plus des leçons que d'obtenir des résultats concrets. Dans le cas de l'Ukraine, donc on l'a bien vu, là, il a fini, du moins en parole en tout cas, par aller à l'encontre de ce que disait Vladimir Poutine, en l'insultant avec ses conseillers. On verra si ce ne sont que des mots et jusqu'où il est prêt à aller. Mais assurément, il n'a pas réglé ce dossier-là, puis encore moins rapidement. Puis de l'autre côté, son appui à Israël semble indéfectible, mais il aurait traité Netanyahou, ou des conseillers de Trump auraient traité Netanyahou hier encore de fou ou de criminel, quand on voit ce qui se passe. Entre lutter contre le Hamas et défendre Israël, je pense que tout le monde la validité puis le bien fondé de défendre son territoire quand on est dans une région où on a été historiquement menacé. Maintenant, les récents incidents comme l'armée israélienne qui tire sur des civils qui tentaient de mettre la main sur de l'aide alimentaire dont on les prive, c'est un élément qui vient s'ajouter sur une pile d'autres éléments pour lesquels on peut penser qu'Israël pourrait même être sanctionné ou en tout cas dénoncé sur la scène internationale. Donc, pas sûr qu'on a Make America Great Again après 6 mois. Et l'autre chose que je ne veux pas oublier dans ce bilan-là, c'est tout ce que Donald Trump a fait ou mis de l'avant pour obtenir plus de pouvoir pour le pouvoir exécutif. C'est très, très clair à mes yeux qu'il y a une dérive autoritaire actuellement aux États-Unis. On l'a vu plus récemment avec les médias. Là. Il y a eu Colbert, il y a eu NPR, PBS, dont on a coupé les vivres, alors que ce sont des sources d'information, les seules pour un grand nombre d'Américains. On l'a vu dans des bras de fer aussi avec ses opposants, devant les tribunaux. Donc, ce qu'il tente de faire régulièrement, c'est de prendre plus de pouvoir pour le pouvoir exécutif que ce qui avait été normalement accordé au début de l'histoire américaine et ce que les pères fondateurs avaient en tête. Donc, un gros 6 mois, je pense qu'on peut en convenir. Là, ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, ça a été un feu roulant. Si on prend un peu de perspective, parce que 6 mois, ce n'est qu'un peu de perspective, Donald Trump est allé très vite et pas certain que les résultats soient toujours au rendez-vous, ou des résultats, en tout cas, qu'on pourrait apprécier ou aimer si on est en faveur d'une saine démocratie. Ouais, 6 mois qui nous ont semblé 6 ans, une éternité. On dit souvent, Oui, Luc, hein, que lui, il a le grand ouais, fantasme d'avoir le prix Nobel de la paix. Kelly, ouais. sur le 187 Cube Radio, qui nous disait prix Nobel de la paix. Hey, un cactus aurait plus de chances d'être nommé que Donald Trump. Alors, si vous voulez continuer d'ajouter votre voix à la Probablement juste. discussion, c'est toujours un plaisir de vous lire 187 Cube Radio. Un nom à retenir chez les démocrates en vue de 2028, Luc? Oui, ben écoute, on en parle moins des démocrates, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, puis parce que dans les sondages, encore en fin de semaine, un autre sondage, ils ont même perdu quelques points là, au mois de juin. Donc, ils sont passés de 42 de taux d'approbation à 40. On va pas dans la bonne direction, du moins si on se fie à l'opinion de la population américaine. Le nom en question, c'est celui d'Andy Beshear, qui est le gouverneur du Kentucky. C'est quelqu'un, ceux qui suivent ça régulièrement, la politique américaine, se souviennent, merci pour la photographie, donc M. Beshear à son meilleur, en plein discours qu'on voit à l'écran. Beshear, c'est celui dont le nom avait été évoqué comme candidat à la vice-présidence, avant que Kamala Harris n'arrête son choix sur le gouverneur du Minnesota. Pourquoi s'intéresser à M. Beshear? Parce qu'il y a plusieurs noms déjà qu'on fait circuler pour 2028. Le gouverneur de la Californie, bien sûr, M. Newsom, celui de l'Illinois qui est Pritzker, Wes Moore, hein, qui a un profil drôlement intéressant, ancien militaire. Il y en a donc Pete Buttigieg, bien sûr. J'aime beaucoup Andy Beshear pour une raison particulière. Il s'est fait élire, puis il s'est fait élire par une marge de 5 points contre un candidat poussé par Donald Trump au Kentucky qui n'a rien d'un État acquis aux démocrates habituellement. Et il se débrouille plutôt bien. Ça veut dire qu'Andy Beshear, tout en ayant des mesures, somme toute, progressistes, on parle pas de, en guillemets, de woke, là, on parle de progressiste. C'est quelqu'un, par exemple, qui a réussi à faire appliquer au Kentucky ce que Joe Biden avait fait au plan national. Et ça, Joe Biden, peu importe l'état de santé, peu importe la dissimulation, la plupart des économistes disaient on va dans la bonne direction avec les mesures de Joe Biden. Donc, Beshear est capable de faire ça au plan économique puis au plan social dans un qui est conservateur, puis qui habituellement est un terrain de jeu pour les républicains. Et hier, en fin de semaine, il a sorti la tête publiquement, il est allé en Caroline du Sud,
Et ça montre qu'il souhaite sortir de son État parce du Kentucky, parce qu'une des faiblesses de Beshear, c'est de ne pas avoir de notoriété au plan national. Quand on fait des sondages puis qu'on sort le nom de Beshear, c'est pas celui qui revient le plus souvent dans l'actualité. Et c'est pas quelqu'un qui est bien connu à l'échelle du pays. Et pour être élu, ça prend ça. Donc, les autres sont mieux connus en général que Beshear, mais moi, j'aime bien sa candidature. Si on veut le montrer à un parti qui est plus pragmatique, puis un candidat qui est capable de parler aux républicains, aux indécis, aux indépendants, sans perdre des démocrates, je pense que Beshear est un nom à surveiller. Donc, son gros problème ou son gros handicap pour l'instant, le manque de notoriété, mais sa candidature, on n'aurait pas à rougir ou ça ne pâlirait pas en comparaison des autres s'il comble ce petit déficit de notoriété. Avant qu'on se quitte, Luc, je vais te partager Ouais. le commentaire de la messagerie qui me fait rire. C'est Daniel qui a l'esprit aiguisé, affûté en ce lundi matin. Trump mérite le prix Nobel, non pas de la paix, mais de l'épais. Alors bravo, Daniel. Vous nous faites sourire ce matin sur le 187 Cube Radio. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée à toi. Une bonne journée. Bye. Salut.